Eh bien, bonjour, chers internautes. Vous êtes dans la matinale de Géopolitique profonde. Et je suis en compagnie, mais c'est promis, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Oh, Non, pas en compagnie uniquement de Lara Stam. Bonjour, Lara. bonjour Nicolas, bonjour chers internautes. Mais la dernière fois avec seulement Lara. Puisque nous aurons, cette fois-ci, c'est bien confirmé. Il faut se remettre de ses vacances. D'ailleurs, quand on était, et on va en parler aujourd'hui des fonctionnaires, une des blagues en cours, quand on est fonctionnaire, c'est que après un week-end bien agité, on a la semaine pour s'en remettre. Chers amis censeurs, bonjour. C'est la Saint-Narcisse. Nous sommes le 29 octobre. Narcisse, narcose. Et pourtant, il faut se réveiller. Mais enfin, voilà pourquoi est-ce qu'on passe de l'autre côté du miroir lorsque Narcisse se regarde dans l'eau. Avant d'avoir des miroirs, il y avait l'eau. C'était la seule façon de voir son image, de pouvoir la regarder. Et alors, dans ce songe, dans ce sommeil, va-t-on de l'autre côté du miroir et s'endort-on? Et c'est là une des malédictions du narcissisme aussi, passion bien moderne. Nous allons parler aujourd'hui, Lara, à la fois évidemment dans cette revue de presse du national et de l'international. On parlera beaucoup des fonctionnaires et des jours de carence. Haro sur le baudet, sur le fonctionnaire. On rappelle quand même la fonction publique hospitalière. Il y a encore quelques mois ou quelques années, on applaudissait les infirmières, les aides-soignants, l'ensemble du corps médical. C'était les sauveurs de la nation à cause du terrible coronavirus. Et maintenant, on les pointe du doigt. On dit qu'une journée d'absence d'une infirmière, c'est l'ensemble du service qui s'en trouve perturbé. Eh bien, dites donc, rien que ça. Donc, nous parlerons des jours de carence, du fait que le gouvernement continue à chercher du pognon partout où il peut essayer d'en racler. Je vais regarder, mais quand même ma prise de notes. De quoi allons-nous aussi parler? Nous allons parler de la récession. Parce que c'est bien beau dans une société qui est devenue une société de consommation, vous vous rendez compte, 50% du PIB dépend de la consommation des ménages et 50 autres pourcents des pensions et de ce qui est versé aux fonctionnaires pratiquement, on va dire. Donc vous voyez un peu sur quoi est basée notre croissance. Donc il ne faut pas rêver, on ne peut pas avoir des croissances même de 3, 4, 5% avec notre système, où en fait c'est une société de pure consommation. On touche obligatoirement le zéro. Il ne peut pas y avoir de croissance puisqu'on ne produit plus rien. En réalité, sur 10 ans, vous allez avoir un peu de récession et puis un peu de croissance à 1%. Donc il n'y a plus de croissance, tout simplement. Voilà à quoi on a abouti. On parlera de l'aspect hospitalier aussi. On en reparlera puisque ils nous coûtent un pognon de dingue. Mais alors quand on voit les résultats aux urgences, on meurt d'une méningite. On a toujours pu mourir d'une méningite, mais quand on voit que la personne n'est pas secourue, alors qu'il y a 2 appels aux urgences, on se pose des questions. Barnier, semble-t-il, va mieux. On a appris a posteriori son opération. On parlera peut-être aussi un peu du suicide assisté. Tiens. International, nous aurons à évoquer la présidentielle américaine. Toujours, évidemment, la tension ne cesse de monter. L'homme qu'il faut abattre aujourd'hui, outre Donald Trump, mais ça, après 2 attentats, on s'en doutait, c'est Elon Musk. Je vous expliquerai pourquoi. La Russie qui avance, mais qui aurait besoin, et là j'aurais besoin de tout le fact-checking et l'expertise de Lara, savoir est-ce que c'est nom de don une fake news ou pas, ces 10 000 soldats coréens qui seraient sur le territoire russe et qui pourraient intervenir rapidement dans le conflit ukrainien. On rappelle que c'est avec ce genre de mensonge qu'on a déclaré la guerre en Irak. Là, c'était les armes de destruction massive. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Poutine, qui est en train de gagner la guerre, aurait besoin de Coréens?
Quelque chose que je comprends pas. Ça défie mon bon sens. Et quand ça défie mon bon sens, j'aime bien avoir des experts pour m'expliquer ce qui se passe. La menace nucléaire de l'Iran, on la ressort, tenez-vous bien, chers internautes, depuis 1974. Ça fait 50 ans que la CIA et que les services du Mossad nous expliquent que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme nucléaire. Putain, en 50 ans, les mollahs, ils sont quand même, faut le faire. 50 ans pour ne toujours pas l'avoir, mais être tout près de l'avoir. Vraiment, l'information est formidable. On n'a jamais eu plus besoin de réinformation, je pense, qu'aujourd'hui. Vous voulez commencer peut-être, Lara, donc sur le national ? Pourquoi pas, oui, parlez-nous de cette réforme pour les fonctionnaires. Voilà, c'est le gros dossier. Après la grosse commission. À mon avis, la grosse commission n'y est pas pour rien. On nous parle là de rapport commandé par Attal, l'éphémère Premier ministre. C'est bien, il commande les rapports, mais il assume rien, lui. Hein. Donc, il est jamais là pour un budget, pour rien. Par contre, il cherche à squatter les places. Hein. Ça, là, pour le coup, il est très fort. Donc, il avait commandé à l'IGAS, je rappelle, l'Inspection générale des affaires sociales, et à l'Inspection générale des finances, l'IGF, un rapport pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires qui, semble-t-il, font de preuve de plus en plus d'absentéisme. Alors déjà, le mot absentéisme est quand même assez insultant. C'est l'ancien fonctionnaire qui parle. Voilà, quand vous êtes malade, c'est nécessairement de l'absentéisme. Il y a une connotation très négative. Après tout, est-ce que l'on ne peut pas être tout simplement malade ? Est-ce que ça n'arrive vraiment jamais ? Je suis un mauvais exemple, puisqu'en effet, je ne m'étais jamais arrêté durant 30 ans, sauf à cause du Covid. Forcé, même. Forcé. N'ayant pas subi la divine injection, évidemment, j'avais pris la totale. Le nombre de jours total. Je m'en étais pas plaint, hein, après tout, puisqu'on m'avait imposé. D'ailleurs, c'était même pas décompté, il faut le savoir, dans les jours d'arrêt. Donc ça, on peut même pas dire que ça rentre dans les statistiques, puisque vous n'étiez pas en arrêt maladie en tant que fonctionnaire quand vous aviez contracté cette terrible maladie. Alors, le gros dossier, je vais tout de suite jeter un coup d'œil dessus et essayer de vous en faire une synthèse. Donc, préconiser cette enquête, enfin ce rapport. Voilà, je vous dis, c'est Attal qui l'avait demandé à l'IGAS et à l'IGF. Alors, en 10 ans, d'après donc ce rapport, le nombre de jours d'absence dans la fonction publique est passé de 43 millions à 77 millions, soit une hausse de 80%. Et l'écart s'est creusé entre la fonction publique et le secteur privé, puisqu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont absents en moyenne 14,5 jours par an, contre 11,6 jours pour les salariés du privé. Donc cela pèserait lourd sur, évidemment, les comptes publics. En tout cas, ce qu'on nous explique. Mais Nicolas, n'est-ce pas en rapport avec le fait de travailler avec les enfants et être souvent soumis au virus et toutes sortes de maladies que traînent en fait c'est les pour l'éducation nationale, c'est une bonne suggestion. Bah oui, je pense. Hein, il n'y a pas que l'éducation nationale. Oui. Non. Déjà, alors en même temps, quand on sait la belle engeance qui nous gouverne, où le mâle en général porte son désir sur le mâle, évidemment, ça ne leur pose pas de problème, ce genre de choses. On rappelle quand même, et c'est une tradition de la fonction publique, ce sont ces 2 jours. Normalement, on dit toujours, et d'ailleurs c'est toujours le cas, mais je vous en expliquer la raison de fond, qu'on a 2 jours pour 48 heures pour déclarer à son employeur son arrêt maladie avant d'être considéré comme un abandon de poste. Pourquoi, à votre avis, Lara ? Ça vous concerne ? Je pense que c'est à cause de la poste, non ? Non, c'est tout simplement à cause du fait que les femmes sont indisposées, normalement 1 fois par mois, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et évidemment, ça varie entre les personnes. Et donc, c'est tout simplement ça la raison. En particulier pour les professeurs. C'était une règle pour les professeurs. C'est-à-dire que vous aviez 2 jours durant lesquels on ne vous demandait rien carrément. C'était même pas comptabilisé comme des arrêts maladie. 1 fois par mois, on pouvait disposer de ces 2 jours. Et c'était une tolérance pour les femmes, plus qu'une réalité. Mais enfin, ça existait. Et après tout, ça peut, dans bien des cas, s'expliquer. Moi qui suis un homme,
Je ne connais pas ce genre de problème et n'ayant pas de passion trans, je n'espère pas qu'un jour ça puisse devenir un problème d'une quelconque façon. Mais voilà, donc, Nicolas, même quand on est trans, à mon avis, on n'est pas soumis à ces problèmes. Hein. On n'arrête pas le progrès. on n'arrête pas le progrès de nos jours. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Donc, en tout cas, c'était la raison. Donc, cette raison, elle est quand même... je ne veux pas justifier... un certain nombre d'aberrations. Moi, je me souviens très bien à l'époque où Nicolas Sarkozy avait mis ce jour de carence. La chute avait été très importante du nombre de jours d'arrêt. Et puis, avec Hollande, évidemment, tout à sa démagogie, le président normal avait supprimé ce jour de carence. Et là, il y avait eu une hausse à nouveau. On ne va pas dire le contraire parce que c'est un fait. Après, sur le pourquoi actuellement... les choses s'aggravent. Je pense très honnêtement, pour l'avoir constaté, alors je ne peux, mon témoignage n'est que pour la fonction publique, mais que la crise sanitaire a rendu profondément malades les gens. Et là, je ne parle pas d'armes bactériologiques ou de choses comme ça. Je dis tout simplement que les gens psychologiquement étaient extrêmement atteints, les fonctionnaires. Ils le sont toujours, hein. Et voilà, et bien sûr, ils le sont toujours. Et donc, ça a atteint psychologiquement et ça a eu des retentissements. Donc, en fait, l'État, aujourd'hui, demande des comptes à ses fonctionnaires alors qu'ils sont les premiers à les avoir rendus malades. Ça aussi, il faut peut-être le dire. Ça, c'est clair. Mais après, il y a aussi un aspect, Nicolas, entre la fonction publique et le privé. Un nombre de gens dans le privé qui se privent d'arrêt maladie par peur de ne pas avoir la paye suffisante en fin de mois. Donc, ce n'est pas un effet, disons, c'est pas parce qu'ils sont pas malades qu'ils continuent de travailler ou travaillent plus que les fonctionnaires. La plupart se refusent d'avoir cet arrêt justement parce que la paye s'en ressent. Donc, moi, j'ai des exemples, multiples exemples dans mon entourage où les gens préfèrent aller travailler, quitte à contaminer leurs collègues qui eux-mêmes tombent malades et continuent de travailler. Mais c'est encore une fois, si on parle d'un pays en voie de développement, moi je peux comprendre, mais quand on parle d'un pays développé où les gens ont du mal d'aller consulter un médecin, se privent d'arrêt maladie par peur de ne pas avoir assez en fin de mois pour boucler les factures, etc. Enfin, on parle de quoi? C'est forcément, s'ils sont malades, c'est qu'ils sont fraudeurs. Donc, ça sous-entend ça, le mot absentéisme. Ah mais alors, justement, dans le rapport, le chiffre qui ne veut rien dire. Et là, les gens se disent « Oh mon Dieu, salaud de fonctionnaire !» Il donne le chiffre qui ne veut rien dire, c'est 15 milliards d'euros. Vous savez ce que c'est, 15 milliards d'euros? C'est le coût des jours rémunérés non travaillés. Donc moi, j'ai envie de dire, alors, en plus, sachant que ce gouvernement, c'est ça qui est le plus drôle. Là, ça va être une saillie anti-boomer. J'en suis désolé pour les boomers, que j'aime par ailleurs, bien évidemment. Il n'y a aucun ostracisme à faire vis-à-vis de qui que ce soit, mais enfin beaucoup. Finalement, c'est en direction des retraités, ce genre de discours, sur les fonctionnaires, on le sait. C'est-à-dire que eux, le problème de l'arrêt n'existe plus. Et je croyais que les virus étaient redoutables. Mais finalement, ils ne sont pas si redoutables que ça, à vous écouter, Lara, puisqu'en effet, tout le monde peut contaminer tout le monde sans aucun problème. Ça, ce genre de discours, on n'aurait jamais pu l'entendre il y a 4 ans. On a dit, mais comment Vous voulez dire qu'il faut que, voilà, comme vous l'avez dit, il faut que les gens s'infectent les uns les autres. Il faudrait savoir, encore une fois, c'est comme la fonction publique hospitalière. Il faudrait vraiment savoir. Est-ce que ce sont des héros ou est-ce que ce sont des tirs au flanc? J'aimerais vraiment qu'on m'explique le changement de situation. Mais moi, je l'ai toujours connu, une simple grippe avec des gens qui refusent de rester chez soi parce qu'ils adorent leur travail ou parce qu'ils ne veulent pas justement subir les carences. En tout cas, dans le privé. Ou tout simplement, vous savez aussi pourquoi? Tout simplement, alors moi, c'était mon cas parce que j'ai pas envie de souffrir tout seul dans mon lit. Ah, mais il y en a plein. Oui, aller embêter tous mes collègues. Ah non, mais il y en a plein comme ça, et à la limite, c'était presque un signe de civisme que de se mettre en arrêt quand on était malade. C'est pas faux. Il y a des milieux où c'est comme ça. On m'a reproché de ne jamais l'être. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, c'est vrai. Là, on a 2 mondes qui se confrontent. Mais enfin, écoutez, en tout cas, ces 15 milliards, c'est l'ensemble des jours d'arrêt. Donc, ils n'ont qu'à prendre des robots.
Bah oui, avec l'IA, ça va régler beaucoup de problèmes, hein, semble-t-il. Bah oui, déjà regardez les caissières de supermarché, métier en voie de disparition. C'est nous qui le faisons. On remplace ce qui était fait par Internet, c'est nous qui le faisons. Bah oui. Bah oui, c'est oui, le client qui le fait. Non, mais mieux encore, Nicolas, on le fait, donc on encaisse, etc. C'est pas suffisant. On paye les sacs parce que pour la planète, c'est mieux que le distributeur, enfin les grosses distributions, aient de l'argent, voyez, contre les sacs. Avant, les sacs, vous les preniez autant que vous vouliez, c'était pas payant. Maintenant, pour la planète, vous devez les payer. Donc voilà, tout est fait pour nous punir. Des sacs qui ne sont pas en plastique. On paie les sacs qui ne sont pas en plastique, donc ils ne sont pas polluants. Mais on paie parce que c'est polluant. Ils sont pas résistants non plus. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Bah oui. Au début, il y avait des cartons, vous saviez, vous sortiez avec vos cartons, mais il n'y a plus de cartons. Bon. Mais bientôt, il y aura peut-être même plus de caisses et on sera obligé de se connecter sur Internet pour aller payer le supermarché, comme on le fait maintenant avec les péages. Donc, ça sera tout sera peut-être géré sans même poser des terminaux, vous voyez, comme le péage. Il n'y a même plus besoin de poser un terminal. Vous passez, clic et vous devez payer. Dans les supermarchés, le dimanche après-midi en région parisienne, vous n'avez plus de... Puisqu'on est... on peut pas, il ne faut pas contrevenir à la loi du dimanche, alors que ce sont les mêmes qui cherchent à y contrevenir par tous les moyens du jour chômé. Ce sont des vigiles. Ce sont des vigiles qui sont présents. Donc, vous n'avez plus le droit d'acheter votre bouteille de pinard. Voilà, exactement. Il n'y a plus d'alcool. Plus d'alcool, mais par contre, voilà, et plus de caissière, tout va bien. Le jus d'orange coûte toujours aussi cher, mais il n'y a même plus de caissière, il n'y a plus que le vigile. C'est son boulot de vérifier. Extraordinaire. Société formidable. Allez, on revient sur le gros dossier. Alors, dans l'ensemble de la... 15 milliards. 15 milliards pour nous... voilà, ça je vous l'ai dit. Culpabiliser, ouais, c'est bien. Alors, le coût estimé, alors ça, je ne sais pas comment ils calculent. Hein, s'il y avait moins d'absentéisme, entre guillemets, il y aurait 2 milliards d'euros, semble-t-il, de dépenses en moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, on cherche donc à faire un alignement sur le privé en disant, puisque les fonctionnaires sont beaucoup plus malades, les virus sont plus méchants avec les fonctionnaires qu'avec les personnes du privé, eh bien, vous devez essayer d'aligner. Alors, comment ils veulent aligner ? Alors là, ils n'y vont pas par le dos de la cuillère. Maintenant, c'est 3 jours. 1 jour ne suffit pas. 3 jours. Allez hop, 3 jours. Et puis alors, autre idée géniale d'alignement avec le privé, c'est que dorénavant, quand vous serez, ce qui sera remboursé, donc les 3 premiers jours, c'est 0 hein, déjà pour commencer, et le 4e jour, vous ne serez plus intégralement payé, puisque vous ne serez payé qu'à hauteur de 90%. Ah, parce que le privé c'est pareil. Enfin, on a beau dire, mais alors évidemment la gauche est vent debout, hein, on s'imagine bien. Tiens, pour une fois, le RN ne fait pas la course à l'échalote du LFI. Le RN, lui, est favorable. Bon. Peut-être pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Je ne le redirai pas. Ceux qui ont suivi pourront rire sous cap. Ils sont indifférents, semble-t-il, à ce sujet pourtant si douloureux. Donc la gauche s'ulcère, évidemment, de cette affaire, puisque donc vous n'auriez plus qu'en plus 90%, alors que des conventions existent dans le privé dans de nombreuses branches, voilà, des conventions de branches qui évitent justement les 90% où vous êtes payé intégralement. Sachant qu'en général, en plus, c'est un sujet lié aux mutuelles, c'est lié à des éléments de l'ordre du privé. Nicolas, donc, je ne sais pas de qui on se fout, mais alors on se fout de nous. Hein. On se fout de nous, clairement. Oui. Ouais, ça, c'est clair et net. Alors, il faudra peut-être des petites conventions complémentaires ou des mutuelles complémentaires. On ira chercher ça sur le marché du privé. Ça enrichira un peu peut-être BlackRock et compagnie. Voilà. De toute façon, c'est ce vers quoi on va, hein, que ce soit pour la retraite ou pour ce genre de mutuelle. Hein.
Voilà, donc voilà la bonne idée. Ils ont encore une autre bonne idée, c'est adjacent au gros dossier. Ça, de toute façon, ils tournent autour du pot. Ils ne savent pas comment faire. Comment retirer encore un jour férié autour d'une substance, voilà, on sent bien, oui. Un jour férié en plus à retirer. Alors ça, ils ont essayé. C'est vraiment. Alors il y a des agences de communication derrière. Maintenant, on va laisser à ces vieux croulants, excusez-moi, Monsieur Retailleau, de sénateurs, la possibilité de quoi qu'il y a de moins en, il y en a sont de plus en plus jeunes les sénateurs. Ben, en général, c'est les gars. Ah, je peux pas être député, au moins je serai sénateur. Je te passe. Tu me laisses député, toi tu seras maire. Et puis moi, je serai sénateur. Ils s'arrangent à 3, c'est bon. Allez hop, c'est gagné, c'est fait. Donc, les sénateurs auraient une proposition, hop, on le refourguerait. Ouais, le gouvernement, ces hypocrites, c'est lâche, ces hypocrites ne veulent pas l'assumer. Ils ne sont même pas foutus de l'assumer. Raffarin avait assumé son jour de carence. Et en plus, ils nous refoutent le coup que c'est les EHPAD. Hein. Ils veulent nous faire une deuxième jour de solidarité nationale, toujours pour les EHPAD. Donc ça vient du Sénat, bon, on comprend. Et voilà, ils vont donc faire une proposition, toc, est-ce que ça va être retenu, est-ce que ça passera sous le 49.3, j'en sais rien. Vous savez enfin, exactement quel jour ils visent? Ah, ça c'est une bonne question, Lara. Alors, et est-ce que vous faites un pari? Pariez-vous pour un jour en particulier? Alors oui, je dirais soit la Pentecôte, encore une fois. Ah non, la Pentecôte, ça y est. Non, ça y est. On peut pas faire 2 fois la même date. Non, Pentecôte, ça y est. Même on ne travaille pas à la Pentecôte, par exemple, dans la fonction publique, mais on doit récupérer, puisque vous savez, on est annualisé, il y a 1614 heures, 1607 heures qu'il faut trouver en un an, et donc il est retiré. Vous ne travaillez pas, mais il faut le payer au fil de l'année, quoi. Vous devez faire vos 7 heures de plus. La Toussaint? Je suis pas certain. Peut-être. Ce sera peut-être la Toussaint. On n'aura plus qu'Halloween. Pour une société sataniste, c'est pas plus mal. Halloween suffit. Pourquoi la Toussaint? On n'a pas besoin. On a déjà la. Je pense pas qu'ils s'attaqueraient au jour de Noël. Donc. Non. Bah, vous avez l'Ascension, par exemple. Oui. Bah, oui. Ah, qui n'oseront pas. Mais l'Ascension, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, hop, il est mort. Et ressuscité. Mais après, bon. Moi, je pense l'Ascension. Bien sûr, ça ne sera pas une fête nationale. Ça ne sera pas le 8 mai, ce ne sera pas, évidemment pas le 1er mai. Voilà, c'est toujours un jeudi, non? Oui. C'est toujours un jeudi. Oui, bah oui, l'Ascension est toujours. C'est logique. Et là, vous allez y gagner 2 fois. Parce que ça crée des ponts. Voilà, ça... La fonction publique, ils font le pont. Ils font le pont. Oui, là, oui. À mon avis, c'est ça. C'est le 2 en 1, là. Ah oui, c'est surtout que c'est un coup gagnant parce que c'est toujours les jeudis. Donc, ça ne se déplace pas d'un jour, d'une année à l'autre. Oui, vous avez raison. Bon, les fêtes des autres religions, on n'y touchera pas, hein, évidemment. On ne touchera qu'aux fêtes chrétiennes, ça, soyez-en rassurés. Mais je rappelle, même si, alors les gens... ils ne sont pas fériés la plupart du temps, Nicolas. Après, comment? Sérieux, ils ne sont pas fériés. Ils sont pas fériés. Mais de fait. Alors là, ça, c'est ce que vous croyez. C'est ce que les gens croient. Mais bien sûr que si. De fait, elle est fériée, elle est autorisée. J'ai même lu les décrets très alambiqués des rectorats, du ministère de l'Éducation nationale. Parce que dans le privé, ça n'existe pas. Oh là là, vous savez, il y a privé et privé. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de privé, déjà, pour commencer. Il n'y a plus beaucoup de privé. Et il y a privé et privé. Hein. Croyez-moi, c'est plus qu'une tolérance. On encourage vivement, par exemple, les chefs d'établissement. Très vivement même. Et d'ailleurs, si vous le refusez, tant pis pour vous si vous avez des problèmes. Hein. C'est clairement la hiérarchie. Donc, de fait, je suis désolé, mais en tout cas, oui, il y a des fêtes qui sont autorisées. Il suffit de le demander. Ça s'appelle une autorisation exceptionnelle d'absence. Vous l'obtenez et évidemment, alors on vous demande est-ce que vous récupérez? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il n'y a aucune récupération. Non. Ça, enfin. Après, c'est peut-être, et c'est loin d'être résiduel. Et c'est une société d'ailleurs change complètement sur le plan confessionnel. Donc c'est tout sauf résiduel. Mais ça, évidemment, c'est pas demain la veille qu'on va s'intéresser à ce genre de sujet. Mais de toute façon, il s'agit pas d'opposer les communautés les unes les autres. Il ne faut pas tomber non plus dans ce panneau, tout simplement, ni dans Mathilde, ni dans le panneau.
tendu par le gouvernement, il est bien évident que ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je vois, c'est que tout est bon pour culpabiliser. Parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours cette tendance à la culpabilisation. Évidemment, il y a tellement de taxes, tellement d'impôts. Comment voulez-vous parler d'un impôt ou d'une taxe juste? C'est plus possible. Donc, puisqu'on est déjà taxé de partout. On va augmenter, par exemple, là je vois dans le projet, dans les propositions, on va augmenter encore pour les héritages. On va passer même en ligne directe, d'hériter votre fille hérite directement de vous. Pour les plus hauts niveaux de transmission, 50%. Sachant que vous avez bien compris que l'argent dont vous héritez, c'est de l'argent qui a déjà subi moult taxes. C'est ce qui reste. C'est le reliquat de tout ce qui a déjà été piqué par l'État vampire, l'État proxénète. Eh ben non, sur ce qui devrait déjà être net d'impôts, on vous en reprendra encore la moitié. Allez hop, c'est quand même, c'est inouï. Quand vous calculez le taxe de taxe de taxe de taxe, bah sur 1 euro que vous gagnez, combien vous allez transmettre honnêtement? Rien, 5 centimes, 2 centimes. Ça rappelle le clip des Inconnus. Voilà, donc c'est... Oui, c'est sûr. Alors voilà pour le budget. Donc évidemment, tout ça, étant donné qu'on est dans une société de consommation, je le rappelle, les conséquences vont être simples. C'est-à-dire que s'il y a moins de consommation, puisque entre autres l'État, les fonctionnaires redistribuent moins d'argent, vous aurez moins de croissance. Et déjà que vous n'en avez pas beaucoup, donc vous retomberez dans la récession. Alors les chiffres, il commence à le dire, puisque évidemment, il ne tire aucune conséquence des dérapages des 2 années précédentes. Donc, il continue contre toute logique à dire on aura une croissance de 1,2 ou 1,3%, ce qui est déjà pas énorme, alors que tout le monde sait que ça sera 0, voire moins, voire une récession, donc c'est-à-dire 2 trimestres d'affilée avec une croissance négative. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait pas dit des Jeux Olympiques? Oh là là, ça allait ramener une prospérité, le tourisme allait revenir, mais c'était la prospérité assurée pour la France. On était la fierté du monde, la fierté. 0,2 ou 0,3% en plus. Ce qui fait qu'on sera peut-être pas en moins sur 2024, c'est tout. C'est que dalle. Et le dernier trimestre, ça a replongé. Donc en fait, c'est rien. C'est-à-dire que les gens ont un petit peu plu, mais ça, de toute façon, qui dit que c'est les JO? En général, les Français, et surtout qu'ils ont essayé de partir, donc ils ont pris des vacances à ce moment-là, ils ont payé, ils ont consommé un peu plus, donc vous avez un petit sursaut de croissance, ce qui prouve encore une fois que c'est pas ce qu'on fabrique qui crée de la croissance, mais c'est bien de la consommation. Et donc le dernier trimestre, on serre encore la vis parce que Noël arrive. Et si on a déjà usé toutes ses capacités de crédit, il reste rien. Donc on serre la vis après les vacances d'été. Donc à nouveau, ça s'écroule. Et donc on aura certainement déjà une croissance négative. Il n'est pas exclu qu'on ait une croissance négative pour le dernier trimestre 2024. Comme il est probable que ce soit la même chose au premier trimestre 2025, on sera de fait rentré en récession. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas les recettes prévues. Ça veut dire qu'on n'aura pas 5% de déficit, ce qui est déjà beaucoup trop, en fin d'année 2025, et on aura beaucoup plus. Donc c'est un cercle vicieux qu'on a décrit, que nos spécialistes invités dans les grands angles ont décrit depuis des semaines maintenant, depuis des semaines qu'existe cette matinale. Donc voilà, nous allons entrer dans la récession. Donc en fait, tous ces efforts budgétaires n'auront strictement servi à rien. À rien. Voilà. Donc, sachant qu'on n'a pas été dégradé là par les instituts de notation, mais on a des perspectives négatives. C'est-à-dire que dans 6 mois, on sera probablement dégradé avec les conséquences sur les marchés obligataires dont j'ai déjà parlé hier. Voilà le triste tableau que l'on peut peut-être terminer, Lara, par quand finalement on ne sait même plus où va l'argent. Moi, pour quelqu'un qui va payer des impôts locaux, enfin ce qu'il en reste, ou de taxes foncières, quand je vois l'état des routes en France, je crois que les gens seraient bien inspirés de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Même les routes, c'est pas assuré. Je ne sais pas de quoi on fait de l'argent des Français. Et donc, sur le milieu hospitalier, donc on a appris a posteriori, on apprend, évidemment, il n'avait pas envie qu'on en parle avant. Et donc, Monsieur Barnier
qui est le plus ancien, je vais être méchant, bah oui, je vais faire exactement comme ce qu'ils font avec Trump. On rappelle quand même que c'est le Premier ministre le plus âgé de la Ve République. Donc évidemment, plus on est âgé, plus on a des petits pépins de santé, Monsieur Barnier. Et donc, il a une lésion cérébrale dont le résultat sera connu plus tard. Donc on verra si c'est d'origine cancéreuse ou pas. Lui encore est bien pris en charge. Une affaire qui tord le ventre. Cette jeune femme de 25 ans qui meurt d'une méningite alors que les proches elles-mêmes appellent les urgences, appellent le SAMU, appellent tout le monde et personne ne vient. Buvez un peu d'eau sucrée et vous verrez, ça ira mieux. Quand enfin les proches arrivent chez elle et l'emmènent à l'hôpital, elle dit « Je vois tout en blanc, je ne sens plus mes membres, je vais mourir ». Et elle est morte. Elle est morte. Voilà, donc ça aussi, on se rappelle le système hospitalier français. Le meilleur du monde. Le meilleur du monde. Hein. C'est pas cocorico, mais vraiment, ça a été. Ah bah oui, oui, oui. Donc moi, je vois plus que le suicide assisté pour régler tous les problèmes financiers. Tiens, il y a les fonctionnaires, mais il y a les personnes, il y a les retraités aussi. On peut gagner beaucoup de sous. Qu'est-ce que vous en pensez, non ? Voilà ce qu'on peut dire sur le national, toujours aussi atterrant, si j'ose dire. Atterrant au sens où, en effet, ça nous porte droit en terre. Quoique, j'ai vu une publicité dans ma néo-ruralité, la pub est de plus en plus décomplexée aujourd'hui, où on vous explique 2000 € l'enterrement, 1500 balles l'incinération. L'inhumation, 2000 €, l'incinération, là je suis positif ce matin, je suis désolé, chers internautes, 1500 balles, donc il vaut mieux être incinéré. Ça coûte moins cher. Donc vous allez vous dire, moi, une fois que je suis mort, je m'en fiche, oui, mais bon, tout de même. Voilà, vous avez ça, des grands panneaux, de mieux en mieux. C'est gai, voilà, soyons heureux. Soyons joyeux. C'était la parenthèse enchantée. Mais la vie, ou plutôt la mort, Monsieur Macron, a repris ses droits. Elle reprend toujours ses droits, la mort, croyez-moi. Pour vous aussi un jour, c'est certain. Qu'est-ce que on peut aller sur l'international, si vous voulez ? Bah oui, ce serait bien. Ce serait bien. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, la présidentielle américaine, donc, puisque Harris Davis, eh bien, il faut trouver des moyens. Donc là, la rage, la haine la plus nue, dans son expression la plus nue, s'exprime. C'est la démocratie est en danger. Donc, on part. Bezos se fait traiter de lâche. Comment le Washington Post ne peut pas dire qu'il est pour Harris. Vous êtes un lâche. Alors, le dernier, étant donné que les milliardaires ne sont pas en vogue, puisque semble-t-il, tous les uns après les autres hésitent à soutenir Kamala Harris, on se demande bien pourquoi. Et alors que c'est la prospérité économique. À les écouter, tout est extraordinaire aux États-Unis, mais c'est la prospérité. Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de migrants, tout le monde est, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de criminalité. Et voilà. Et alors que c'est si extraordinaire, ils vont pas voter pour la vice-présidente. Mais comment est-ce possible ? Voilà ce qu'ils essaient de nous faire croire. Non. Donc, il semblerait que ça soit pas si faramineux que ça. Donc, ils s'attaquent à Musk. Ça, c'est vraiment la dernière en date. S'attaquer à Musk, sur deux angles d'attaque. Son soutien financier à Donald Trump et, évidemment, plus la ficelle est grosse, et puis ça a marché ou ça a eu marché, donc ça marchera encore, on l'accuse de liaison douteuse avec la Russie. Avec le maître du Kremlin, mais oui, on nous sort opportunément que Elon Musk aurait à plusieurs reprises, tout comme Donald Trump évidemment, appelé le camarade Poutine ces 4 dernières années. Comment est-ce possible ? Le Pentagone ne le savait pas. Oh, mais attention, mais Monsieur Musk a des habilitations secret défense. C'est ce que nous expliquent les médias. Comment est-ce possible ? Même à l'époque soviétique, vous n'aviez pas ça. On ne s'inquiétait pas à ce point-là. Mais oui. Donc, il appelle le maître du Kremlin. Mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Ne sont-ils pas en train de comploter contre l'État profond américain ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Alors donc, évidemment, il est pointé du doigt. On n'aimerait pas être à sa place, d'ailleurs. Moi, ça ne me dérangerait pas d'être à sa place. Non, mais on n'aimerait pas être à sa place quand même à Musk si Harris est élu. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais...
Je crois déjà que ça marche pas vis-à-vis des Américains, hein, ce genre d'accusation. Enfin, Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que le crime pour lui est de soutenir Trump. Bah Et oui, donc, on lui cherche des soucis depuis qu'il s'est aligné sur les positions de Trump. On lui cherche des ennuis tous les jours. Et pas seulement en Europe, aux États-Unis aussi. La dernière en date, donc, c'est ce loto où un juge, je crois, du Wisconsin, juge démocrate, hein, c'est ce qu'on explique. Je vous renvoie encore une fois aux entretiens avec David Lane hein, sur le système électoral américain. Étant donné qu'on vote pour tout le monde, non seulement la loi électorale n'est pas la même d'un comté à un autre, d'un État à un autre, mais aussi le juge n'est pas le même. Donc, en général, vous êtes de forte chance, si vous avez un gouverneur démocrate, vous aurez un juge démocrate, vous aurez un procureur démocrate. C'est ce qu'il y a dans le Wisconsin, par exemple. Donc, là, il est attaqué. Sur de la violation du droit électoral, ça peut aller chercher loin. Hein. Sait-on jamais. Donc, il y a des menaces, clairement. Ouais. Ce sera après l'élection. Évidemment, on accuse déjà Trump d'être prêt à s'éviter les suites judiciaires de ces différentes affaires. De s'amnistier. Tiens, c'est pas en France qu'on ferait de l'amnistie. C'est pas en France qu'on ferait de l'auto-amnistie. Hein. Ah non, une démocratie comme la France. Ils font ça tout le temps. Tout le temps, ils s'auto-amnistient, tout le temps. Voilà. Donc, voilà. C'est un dictateur, c'est certain. Donc, Musk, voilà, est menacé. Trump est toujours en tête. Moi, j'ai toujours peur. Ça, après, chacun en pense ce qu'il en veut. Mais de la triche à cette élection, c'est ce qui me fait le plus craindre pour le résultat final. L'élimination physique, ça sera après. S'ils n'arrivent pas à l'arrêter là, ils l'arrêteront autrement. Mais de toute façon, ils l'arrêteront, parce que là, de toute façon, les enjeux, moi je le dis, hein, les enjeux sont considérables, le basculement du monde est tel qu'ils ne peuvent pas se permettre de reperdre encore 4 ans. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, je n'en sais rien du tout, je ne le lis pas dans le marc de café ou dans les boules de cristal, mais à mon avis, de toute façon, nous allons vers des périodes compliquées. Il y a des espoirs, mais il y a aussi de sérieuses sources d'inquiétude, à mon avis. Est-ce qu'on fact-check, ma chère Lara, on a le temps, ce qui se passe en Russie? Écoutez, Corée du Nord. Vous l'avez bien dit dans votre introduction, pour une Russie qui avance, qui en moyenne par jour, il y a 2 localités qui sont prises. Donc le rouleau compresseur russe avance sans problème. Plutôt que de parler de ce sujet-là, on nous sort voilà, c'est inédit. La Russie aurait besoin de la Corée du Nord pour pouvoir faire la guerre à l'Ukraine. Bien sûr que c'est faux. Évidemment que c'est faux parce que tout simplement, on n'est pas en situation comme on l'a été à l'automne 2022, hein, où il fallait mobiliser pour tenir les lignes de front qui étaient à ce moment-là étalées sur 1200 kilomètres. On n'est pas dans cette situation. Je ne vois pas pour quelle raison les Russes auraient besoin de Nord-Coréens pour faire la guerre, surtout qu'il y a une connotation, mais clairement difficile pour les Slaves en termes de population justement de l'Asie qui viennent en Russie pour faire la guerre. Donc, pour moi, ça, dès le départ, ça puait quelque chose ça sentait quelque chose d'étrange. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce les mêmes qui disent que les Russes bombardent la centrale de Zaporozhye alors que ils la protègent et elle est sous leur protection? Donc, c'est la même chose. On nous raconte, encore une fois, des bobards. Maintenant qu'il y ait des mercenaires de partout dans le monde, des deux côtés du conflit, ça c'est une évidence. Qu'il y ait des Nord-Coréens qui veulent s'engager, etc., mais c'est au même titre que les Français ou les Mexicains. Enfin, il y a des mercenaires, ça c'est certain, des deux côtés. Maintenant, l'armée régulière nord-coréenne en Russie, c'est clairement un fake. D'ailleurs, c'est sorti par la Corée du Sud. Donc,
pourquoi l'Ukraine aussi, pas seulement, il y a la Corée du Sud, l'Ukraine, même le Pentagone. Pourquoi Poutine ne dément pas? Mais il l'a démenti par la voix de Maria Zakharova. Maintenant, si tout qui est ce la qui est fait, porte-parole. bah oui, c'est la porte-parole des affaires étrangères. Je pense que c'est bien de faire aussi un peu l'économie de parole de la part de Poutine. S'il doit sortir à chaque fois quand on le calomnie ou quand on raconte des histoires, d'ailleurs c'est le but de le faire sortir en fait, de le faire réagir. Mais pourquoi il réagirait aujourd'hui par rapport à quelque chose qui est clairement faux et qui n'a pas de sens? Mais c'est surtout la question de sens. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Voilà. Donc, Alors, ce que les Américains disent, c'est qu'en fait, contrairement à ce que prétend la propagande russe, que donc nous relaierions en quelque sorte, si j'ai bien compris, pourtant je ne pense pas avoir d'intérêt particulier en Russie, eh bien, l'armée russe serait aux abois, contrairement à ce qu'on nous dit. Il y aurait, et là on nous ressort le nombre considérable de morts, 600 000 morts. C'est le loto là aussi, c'est pas le loto de Meuse, là, 6 millions aussi, 60 millions peut-être de morts. oui, bah pourquoi pas. Encore une fois, rappelons-nous cette initiative qu'il y a eu en Pologne pour rassembler les gens qui étaient en fait réfugiés en Pologne pour aller partir combattre au front. Ça a été annoncé tambour battant partout dans le monde. Qu'est-ce qu'en est sorti? Bah rien. Ils n'ont pas pu envoyer un seul bataillon, donc ça n'a pas fonctionné du tout. Donc quelqu'un qui aurait besoin des soldats, c'est plutôt, ceux qui auraient besoin de la chair fraîche, c'est plutôt côté ukrainien. Parce que même les mercenaires aujourd'hui se font rares, parce que c'est une chose d'aller combattre et se faire payer, ça en est une autre d'aller combattre et mourir. Voilà. En tout cas, les informations de l'armée russe dans le Donbass, dans l'oblast de Donetsk et Lugansk, ça avance. Tous les jours, ça commence par l'annonce de la prise de 2 localités au minimum. Je regarde les réseaux. Et ça, ils font plus du tout beaucoup de communication sur cet aspect-là. Ils épargnent en fait le moral des Ukrainiens civils, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, pourquoi on ne montre plus les généraux de plateau qui montrent comment ça se passe, etc. Pourquoi ils ne montrent plus les lignes de front sur les télés françaises, sur les chaînes en continu? C'était pourtant une habitude. Pendant plus d'1 an, on nous a montré l'Ukraine en long, en large et en travers. Pourquoi on la montre plus? Bizarre, hein? Voilà. Mais ils sont mobilisés sur d'autres sujets maintenant. Oui, et surtout, c'était des spécialistes. Là. Voilà, c'est le meilleur, celui-ci. Tchassovir, et puis voilà, c'était devenu des grands spécialistes géographes, nos militaires de plateau. C'est fini, terminé. Mais pourtant, il y a toujours le conflit continue, hein. Donc voilà, à vous de vous poser la question, à quoi bon avoir des Nord-Coréens qui ne connaissent pas la géographie ni le climat russe et ukrainien pour les faire venir? À quoi bon? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter que n'a pas déjà l'armée russe qui avance? Des hommes, c'est ce que prétendent les Américains, les Ukrainiens, des hommes. Mais des hommes, vous en avez besoin quand vous êtes en situation de front, comment dire, posé. Quand vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin vraiment de militaires capables de réfléchir sur les stratégies. Ils ont bien un accord. Il y a bien un accord entre la Corée du Nord et la Russie. Mais il y a aussi un accord entre la Russie et l'Arménie, entre la Russie et le Kazakhstan. Il y a tout un tas d'accords, hein, tout un tas d'accords. Ça veut rien dire par ailleurs. Il y a aussi un accord entre la Russie et l'Iran. D'ailleurs, quand est-ce qu'on sortira les Iraniens dans l'armée russe? C'est l'étape d'après. C'est l'axe du mal. Hein. L'axe du mal, en effet. Ce serait bien d'avoir quelques Iraniens pour la communication de propagande occidentale. C'est vrai qu'ils pourraient faire un effort, nos mollahs, et envoyer quelques, si on les repérait. Mais alors, ils s'entendent peut-être moins bien avec les Tchétchènes. Et surtout, Nicolas, il y a une autre question qui se pose. Alors que la Russie a supprimé les sociétés privées de militaires, les Tcheveka
Wagner, etc. Elle a interdit le fonctionnement de ces sociétés. Tout à coup, on nous sort des Nord-Coréens. On communique avec comment? En anglais, en russe, en chinois, en patois. Enfin, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, eh ben écoutez, je vois que nos invités, hein, je rappelle que nous allons parler entre autres de Kazan, des suites, le bilan toujours les BRICS, mais aussi justement de ce dont nous parlons, c'est-à-dire de la Russie, de l'Ukraine et du Proche-Orient. Je vois qu'ils sont en approche. Notre général Pinatel et le géopolitologue Laurent Arthur Duplessis sont en approche. Je ne vois pas de caméra. J'espère que nous pourrons les voir de visu. Au pire, nous allons pouvoir au moins les entendre. Le temps, en tous les cas, peut-être de voir ce qu'il en est justement au Proche-Orient. Le sujet du jour, c'est encore une fois les accusations d'Israël comme quoi l'Iran serait tout proche de détenir l'arme nucléaire. Ils en seraient à une quantité d'uranium enrichi permettant de se doter d'une arme nucléaire. On rappelle qu'il y a eu un tremblement de terre dans une zone désertique qui a fait s'interroger les experts il y a à peine quelques semaines de cela. Était-ce déjà un test qui n'aurait pas eu d'effet extérieur, ce qui est étonnant, ce qui montrerait déjà une maîtrise très avancée des tests nucléaires par la République islamique. On n'en sait rien, mais en tout cas, je rappelle que depuis 1974, ça fait quand même 50 ans qu'on nous bassine, qu'on nous rebat les oreilles du fait qu'il y a le risque d'arme nucléaire. Donc évidemment, comprenez bien que quand Netanyahou dit ça, c'est en désespoir de cause. Il a tout fait pour embraser le Proche-Orient. Si vraiment il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais Nicolas, encore une fois, si l'Iran a la bombe nucléaire et que on nous dit si l'Iran a la bombe nucléaire, comment on peut s'attaquer à l'Iran? C'est encore une fois. Ah bah alors non mais bien sûr, ça c'est vraiment non mais alors là voilà. Mais ils vont l'avoir. Hein, ils sont sur le même continent. Ils vont l'avoir, donc il faut frapper avant qu'il ne l'ait. Vous savez, c'est toujours cette idée de frappe préventive. C'est un peu comme Colin Powell. Colin Powell, ils ont. Donc on frappe parce qu'ils ont, même s'ils n'ont pas. Ça, c'était l'Irak. Avec des armes chimiques et bactériologiques, en tout cas des dites armes de destruction massive, où on ostentait une petite fiole. Donc là, à mon avis, on ne va pas ostenter un bout d'uranium, c'est pas vraiment très bon pour la santé, ou de plutonium, ou de ce que vous voudrez bien. Donc voilà, on arrive à l'heure normalement, évidemment, du grand angle, mais alors on a un petit peu. On a nos deux intervenants. Alors on se dit quand même, si on en prend deux, c'était comme hier avec Frédéric Moureau, qui vit à Samara. Alors on sait les problèmes que peut avoir Restream avec la Russie et Pascal Masse. Même quand on en prend deux, actuellement, est-ce que Mercure est rétrograde? Excusez-moi pour cette référence astrologique. En général, quand Mercure est rétrograde, on a des problèmes liés de communication. Alors, et là, nous en avons deux. Ils sont apparus, disparus, aucun arrêt de caméra. Alors, on sait qu'avec Laurent Arthur Duplessis, ça peut être parfois un peu compliqué vu l'âge vénérable, non pas de Laurent, mais de son matériel informatique. Mais là, j'avoue que c'est un peu ennuyeux. Ah, je vois à nouveau éventuellement Laurent Arthur Duplessis. Mais pas de caméra, ça c'est un peu ennuyeux dans les deux cas. Surtout que là, cette fois-ci, la revue de presse est bel et bien achevée. Qu'il va me falloir faire preuve de trésor d'imagination pour pouvoir la continuer. Ce n'est pas faute de... et si alors, ce qu'on peut faire, c'est ce que fait souvent notre ami Mike Borowski durant la semaine, en fin de semaine, c'est-à-dire répondre directement au chat. Vous avez plein de réactions, oui, ça, vous avez de quoi faire.
Donc si vous en avez vu, Lara, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que j'avoue que moi j'étais plutôt concentré sur la revue de presse. Va-t-il y avoir des Français sur le front ukrainien vivement la fin de cette guerre? C'est ce qu'on disait. C'est ce que disait entre autres Régis Le Sommier, que nous aurons mardi prochain dans la matinale, avec son livre Jusqu'au dernier Ukrainien. Quand il n'y aura plus d'Ukrainiens, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'oncle Sam va décider Il y a pas mal de réactions qui vont dans le sens de ce que je vous ai dit concernant la réponse de Poutine. Et lui, c'est le chien aboie, la caravane passe. Il doit pas parler trop, etc. Les gens sont d'accord avec moi, mais je pense que c'est réellement la stratégie qu'il a choisie depuis qu'il sait qu'il n'a pas d'amis à l'Ouest. Donc, parmi les gouvernants, en tout cas. On s'attaque bien à Poutine malgré l'arme nucléaire, ça c'est pas faux. Oui, mais pas sur son territoire. Et rappelez-vous ce qu'il a fait ces derniers temps. Il a quand même, encore une fois, rappelé à l'ordre. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce qu'il dit. Et c'est pas quelqu'un qui dispense la parole trop facilement et qui ne fait pas ce qu'il dit. Voilà. On en a pris un peu trop l'habitude. Voilà. Est-ce que vous voulez passer au grand angle avec vos invités? Écoutez, si c'est possible, bien évidemment, on va y aller. Qu'on ait ou pas la caméra, mais je vois en effet le général, donc c'est très bien. Vous pouvez lancer, si vous voulez, les petites annonces et on se retrouve tout de suite après, justement, dans ce grand angle pour continuer à analyser les conséquences et faire le bilan du sommet des BRICS qui se tenait à Kazan dans cette petite, pas si petite que ça, me dit à chaque fois Pascal Mas. Il en est le représentant évidemment en France. Il en était le représentant en France, en Europe et en Afrique de cette petite grande république, en tout cas quant à sa notoriété maintenant, du Tatarstan. Donc c'est quand vous voulez, Lara. République de la Fédération de Russie. Enfin, faut rappeler toujours que ça fait partie des républiques de la Fédération de Russie. Et oui, c'est un État fédéral. Exactement. C'est une dictature fédérale. C'est amusant. Ah oui, c'est tellement que les États unitaires qui sont dictatoriaux, mais bon. La façon de voir les choses. Les petites annonces. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de vos entretiens. Ah, si vous voulez revenir, ce sera avec plaisir, évidemment. Vous ne pas me laisser tout seul pour conclure. Avec grand plaisir, Lara. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.